Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Equinox Soir, votre quotidien de décryptage des faits de l'actualité. Dimanche dernier, du sang a de nouveau coulé sur les routes camerounaises. Un accident de la circulation qui s'est produit à l'ouest Cameroun, plus précisément non loin du dispensaire de Baham, qui selon le Messager, la nouvelle expression, va faire 22 morts et de nombreux blessés. Un accident de la circulation, un de trop, un de plus, qui vient remettre au goût du jour les morts inutiles sur nos routes. On en parle ce soir sur Equinox Soir. Accident de la circulation, comment corriger leur occurrence? Mesdames et messieurs, c'est le fait du jour sur lequel on va s'appesantir durant cette première partie de votre émission pour en parler sur ce plateau des spécialistes de la chose, des acteurs de la société civile, mais aussi des hommes politiques. On va commencer par introduire le premier invité de ce sujet. Il s'agit de vous, Serge Amayenne. Vous êtes expert en sécurité routière. Bienvenue à vous. Merci Kate. C'est un plaisir, presque un plaisir d'être là. C'est juste dommage de revenir encore pour parler d'accidents de la route, d'accidents sur nos routes. Et également sur ce plateau, pour vous donner la réplique, Tamfou Jones a également répondu présent à notre invitation. Vous êtes activiste, bonsoir et bienvenue. Thank you very much, Kate, for the opportunity you've given to me to come here today and share with you and the population of Cameroon on the situation we are facing with our roads and the people who lost their life last Sunday. Et je tiens à rappeler que sur ce plateau également, nous avons invité un homme politique. Il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a répondu présent à notre invitation. Bonsoir, William Doku. Bonsoir Kate et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Et oui. Avant toute chose, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces frères qui ont perdu leur vie sur la route de Baham. Je crois que c'est le sujet du débat aujourd'hui. Et je voudrais bien que nous ensemble, je ne sais pas si vous avez prévu ça, qu'on essaie d'accorder à ceux de nos frères qui ont laissé leur vie sur cette route-là 1 minute de silence, si vous me permettez. Minute de silence donc, pas minute, quelques secondes de silence à partir de maintenant. Et c'était notre participation on ne va pas parler de participation, mais notre façon à nous de nous incliner sur ces nombreux morts qui ont perdu la vie. On vous l'a dit, c'était sur la nationale numéro 5, dimanche dernier. Un jour de l'aurore pour beaucoup de familles qui ont donc perdu les proches de ce côté-là. Vous, Tamfou Jones, vous avez entendu parler de cette information dimanche ou les jours d'après. Comment avez-vous accueilli ce choc de plus sur les routes du Cameroun? Absolutely, I heard about it. It was really a big shock to me, but not strange because it is not the first, not the second, not the third, and may not be the last. Surely will not be the last because it is not today we have started talking about bad roads in this country and irresponsible drivers who use our roads irresponsibly, and due to that our people are dying day in, day out. It cannot be a surprise to someone like me because I think in the year 2016 we wrote a letter to Mr. Biya calling on his attention to see into our roads, the situation of the roads we have in this country, because every day the situation is deteriorating, and we said that he should look into the situation of our national roads, but nothing was done. And few days, I just think 2 weeks later, we had the incident of Ezeka. Because it is when the roads were linking Douala and Yaoundé got bad that people were now overloaded in a train, in the wagons, and they went to Ezeka and they did not arrive Yaoundé. I'm telling you, there are people who are still waiting. A man whom I know who is still waiting for his wife up to death. The wife was nowhere to be found. We was not declared dead, but she said she was in the train. Exactly. So those are the type of things we have been living in this country. Now we have an oil refinery. We have oil and the tar, which is the waste product of oil that was supposed to be used by us locally and tar our roads so that we, the Cameroonians, we can benefit from these facilities and live life in a good way. But unfortunately, our roads are the worst that we can see in Africa. I can say so because
Avant de revenir donc sur nos routes qui font beaucoup de morts, je vous propose également de permettre qu'on donne la parole cette fois-ci à l'un des experts du domaine qu'on a sur le plateau, vous Serge Amayenne. Les premiers éléments qui sont relevés tout de suite pour expliquer, pour aider à comprendre ces morts sont bien évidemment l'excès de vitesse et la surcharge. Des éléments qui, à chaque fois qu'on fait des campagnes de sensibilisation, sont des éléments sur lesquels on s'appuie fortement pour parler aux usagers de la route. Comment expliquer que malgré ces campagnes de sensibilisation et même parfois de répression qui sont faites envers les usagers de la route, ce fait-là n'arrive malheureusement pas à disparaître sur nos routes? Kate, c'est difficilement explicable. Effectivement, l'une des principales causes d'accidents au Cameroun et dans le monde entier, ce sont la vitesse, l'excès de vitesse, je dirais, la surcharge, la consommation de stupéfiants, autant de choses qu'on retrouve sur nos routes au Cameroun. Oui. Lors de campagnes de sensibilisation, effectivement, on va vers les usagers de la route pour les sensibiliser à ces facteurs de risque-là. Mais vous savez, et dans ce cas particulier de l'accident de Batié, on a pu relever par exemple que le véhicule, le coaster, n'avait pas de titre de transport. Donc ce n'était pas une compagnie de transport agréée. Donc déjà, souvent dans les entreprises de transport normal, on a ces problèmes-là. Imaginez-vous dans une entreprise qui n'est pas agréée. Est-ce que le chauffeur a été sensibilisé? Est-ce que le chauffeur était en état de prendre la route? C'est autant d'inconnus. Mais pour parler du cas précis de la vitesse, qui est très récurrent, on a parlé tout à l'heure de l'état de la route. Moi, j'aime à dire, au-delà de l'état de la route, il y a surtout l'attitude des usagers de la route. C'est prouvé aujourd'hui que la majorité des accidents sont liés avant tout à des erreurs humaines avant d'être des causes de la route. Donc, il faut qu'on s'interroge les uns et les autres sur notre capacité à respecter le code de la route, notre capacité à conduire de manière responsable. Et ce sont ces problèmes-là qui sont causés par les accidents au quotidien. D'accord. Il faut également préciser qu'au-delà de l'excès de vitesse, on a un autre facteur qui est très dominant sur les routes, malheureusement. C'est des conducteurs qui ne sont pas en état de conduire. Et dedans, on va rajouter de la drogue, de la consommation d'alcool et même des fois la fatigue, qui sont des éléments sur lesquels la gendarmerie nationale, par exemple, qui sensibilise fortement la population sur les questions d'utilisation des engins routiers sur la route, va s'apesantir. On va revenir à vous. Tanfou Jones, ne vous en faites pas, on reviendra à vous. On donne également la parole à William Diokou pour préciser que, en plus, et ça il faut le dire, Tanfou Jones nous l'a répété sur ce plateau, en plus de l'excès de vitesse, en plus de la surcharge, il y a aussi que le mauvais état des routes sur la route de l'Ouest Cameroun est quelque chose d'assez fort. Les routes de l'Ouest sont infestées de nids de poules, ce que d'aucuns appellent désormais des nids d'éléphants. Est-ce que ce n'est pas un facteur très déterminant pour les accidents de la route sur la nationale numéro 5? Écoutez, madame, je pense que, à mon avis, l'accident que nous avons tous déploré aujourd'hui, pour moi, n'est que la face visible de l'échec des politiques publiques, de ceux-là qui tiennent encore aujourd'hui le pouvoir par effraction depuis plus de 50 ans. On peut citer, on peut parler des routes, on peut parler de beaucoup d'autres secteurs, mais précisément aujourd'hui, en ce qui concerne les routes, vous verrez bien que la route la nationale numéro 5 dont il est question aujourd'hui est une route coloniale. Lorsque vous avez, je ne sais même pas si on peut appeler ça, c'est une piste en réalité. Et lorsque vous avez une piste comme celle-là, on peut passer le temps à dire que les chauffeurs, il y a la responsabilité des chauffeurs, il y a les responsabilités qu'on peut questionner. Mais en réalité, il s'agit de la faillite d'un système qui, depuis 50 ans, n'a pas pu impulser le moindre développement, quel qu'il soit. Je vais vous dire quelque chose. En réalité, lorsque vous êtes sur cette route, vous ne pouvez pas rouler à plus de... Surtout quand vous quittez Bafoussam pour jusqu'à... Je vais prendre... Après Bafoussam jusqu'à Vemelon. Vous ne pouvez pas rouler à plus de 50 km à l'heure. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a les nids d'éléphants partout. And that's supposed to be a highway that you are supposed to run at least 110 km per hour. Oui, so you cannot blame the drivers for... On parle là de l'axe Lou, effectivement. Yes, you are supposed to run at least 110 km per hour. No. You can't run 50 km per hour because of the nature of the road. The road is very bad. Ok. Donc, en réalité, il s'agit d'une piste. On ne peut pas appeler ça route. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour appeler ça route.
nationale numéro 5. Le chauffeur carrément est obligé de sortir quelquefois de son côté pour se retrouver à l'autre côté, même au virage, parce qu'il fuit, il esquive là le ravin. Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience de la route. Je suis sur la route presque tout le temps et je vous dis que c'est vraiment déplorable. Les morts qu'on voit aujourd'hui, en réalité, quand il y a 2-3 morts, les gens, on ne commente pas beaucoup. C'est parce qu'il y a eu une vingtaine cette fois-ci que ça fait écho. Les gens sont en train de commenter, ça suscite l'émoi de toute la nation. Mais en réalité, il y a les morts sur cette route tous les jours. D'accord. Les gens gagneraient, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent encore le pouvoir par effraction, parce qu'ils ont perdu l'élection et qui continuent de s'entêter, ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui par effraction gagneraient au moins à mettre en place des politiques publiques qui permettent que les infrastructures soient véritablement développées. Qu'on ait au moins la capacité aujourd'hui de construire des routes. Pour l'autoroute Douala-Yaoundé, par exemple, on ne peut pas emprunter 240 milliards pour faire une autoroute en 5 ans. On ne parvient pas à voir, on a à peine fait 40 km. Et c'est comme ça, si vous prenez la nationale, on est en la nationale numéro 5 aujourd'hui. Mais si vous partez à toutes les routes nationales sont comme ça, en réalité. On n'a pas véritablement de route, ce sont les pistes. Mon frère, mon compatriote tout à l'heure a parlé de la catastrophe des écarts. Mais il s'agissait de quoi ? Il y avait eu quoi sur la route pour que les gens courent prendre le train et qu'on se retrouve dans une situation de surcharge? En réalité, c'est la même chose qui se répète et les gens continuent de voler les élections. D'accord. Et s'accaparer du pouvoir alors qu'en réalité, on pouvait permettre que quelqu'un d'autre fasse. Je vous remercie. On va accueillir notre 4e panéliste qui est arrivé un tout petit peu en retard. Certainement, l'effet des bouchons et du match des Lions qui est en train de se jouer en ce moment. Prince Joël Mukadje, bienvenue à vous et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Thank you very much, Kate, for having me. Good evening to other Alors, panelists. On parle ce soir des accidents de la route, notamment de l'accident qui s'est déroulé sur la nationale numéro 5, 21 morts, 1 disparu et 16 blessés. Ça, c'est ce que le communiqué du ministre des Transports va finalement nous faire comprendre. Comment est-ce que vous, à votre niveau en tant que journaliste, vous avez accueilli cet accident de trop? Kate, I think that even though I came a minute late, but I've listened to other panelists who've said already, one of the major problems in our country is the nature of the roads. If you've traveled in Cameroon, you're going to know that Cameroon, we have a lot of money, there's a lot of money in our country, but the road is not the best. I'll give you an example. If you travel from here to Yaoundé, the small road that links Yaoundé all over around is grass. It means that any driver that is plying that road has just one access, and the other one that is coming, there is now that possibility for accidents to happen. The major problem is the nature of the roads in our country. Because we have ministers, like you talked about, René Emmanuel Sadi, there are ministers who always come out to give you the impression that it is not the road. They rather give you the impression there's a recklessness of the driver. No, it's a road. It is true that drivers are also reckless. It is very true that some drivers, their behavior is not good. But what causes 80% of accidents in our country, Cameroon, is the nature of the roads. If the government had ameliorated the conditions of the road, we could now look at another aspect, that is the behavior of the drivers. Because, kid, you know, some of these drivers, some drive drunk. There are drivers who ply the road when they are drunk, that is one thing. There are drivers who do a lot of trips. A driver leaves, for instance, Bamenda to Douala, and that same driver is supposed to maybe leave again for Yaoundé. Il n'a pas le temps de se reposer. He has not rested, okay? You discover that alone causes him, the drive and the sleep. And at times, drivers who take very long distances use what they call motorboy. When they drive, when they get out of town, I've traveled severally, when they get out of town, they give it now to another person. He sits behind and only takes it back when they're going to a checkpoint. So you notice that the road and the recklessness of our drivers are the major reasons towards accidents in Cameroon. And for us to come out of it is simple. We should build the roads. Let's ameliorate the roads. And another aspect, we should give a conduct for drivers. Because in Cameroon, you notice that Cameroon is that kind of a country where somebody who is in a labyrinth today becomes a driver tomorrow. Effectively. It means that the person has not even been trained. Most people do not even know the ethics, the conducts of the road. If you go to a country, for instance, advanced countries like America, for you to enter the road, you must show for them to give you a driver's license, you must show proof of literacy, you are educated. There are drivers who cannot read, they don't read signboards, they don't know anything. Ils savent même pas ce que ça They don't know anything, they just ply the road and what we get is the accident.
because the government too is also concerned. A police officer who is supposed to check documents doesn't check documents. Alors, vous faites bien de parler là de la police, de la gendarmerie et de tous ces corps qui sont effectivement sur nos routes pour se rassurer de ce que la circulation se passe dans les bonnes conditions. Il faut préciser avec vous, Tanfo Jones, que sur le cas précis de cet accident, on précise qu'en quittant de Bafoussam pour arriver jusqu'au point de l'accident, le Quaster dont il est question a dû traverser un contrôle mixte. Ça veut dire qu'il y avait exactement à cet endroit des policiers, des gendarmes qui étaient supposés se rassurer effectivement que la voiture en elle-même soit en bonne condition, mais qu'il n'y ait pas de surcharge. Mais pourtant, il y avait surcharge. Alors, c'est quoi le rôle finalement de ces gens-là sur la route? I think all these things come to expose the bad faith of the government in place. It comes to expose the incompetence of the government in place. They have failed, are still failing, and will continue to fail if they don't leave power. You can imagine that we have all these road safety officers on the way to control the safety of all Cameroonians who are using the roads, but yet we have situations like this. How come that a bus that is not a registered agency carries passengers, Cameroonians, from one city to another and on the way has a breakdown? How comes? How comes that people, illegal transport companies are working out there and we have authorities in place who are to regulate all those things? We will hear today that they have closed one agency because of one thing or the other. Before you know it, the brown envelopes pass everywhere and you see them, they're functioning. It is evil. It is bad because you cannot take the lives of Cameroonians you are playing with. As Prince rightfully said here earlier, that when you look at the drivers, somebody is in the library today, tomorrow the library is at the washing point, tomorrow you see him takes the steering, goes to the road and starts driving. Il en est également de même pour les motoboys qui sont motoboys un jour et le jour d'après ils sont dans des voitures. You even see that these are long distances because in the driving code, it is stated clearly that for every 2 hours journey, that means you are going for a long journey, every 2 hours of traveling, the driver has to take a rest for at least 20 to 30 minutes before you continue the journey. But these things are not respected. Why won't accidents occur? And the government does nothing about it. When I say the government, people will say, we always accuse the government. Who should we accuse? Who do not have the power to go to the population and tell them that this is what is supposed to be done? No. Mais au-delà de la responsabilité du gouvernement, Tanfo Jones, que vous prenez le soin de relever ici sur le plateau, est-ce que l'usager lui-même n'a pas sa part de responsabilité? Comment est-ce que quelqu'un peut prendre le volant d'une voiture alors qu'il sait pertinemment bien qu'il a consommé de l'alcool? C'est pas le gouvernement qui viendra en ce moment le responsabiliser. Yes, the government still comes there because the government put these guys on the street with what they call the alcohol test. Alcohol test is supposed to use to test all the drivers at the entrances of, the outlets of towns. It means you are leaving Douala before you pass the routier at Bonaberi. They should give you an alcohol test. You test the level of alcohol you have in you. If the high, the level of alcoholic content in you is high, you are supposed to stop there. And either the company gives another driver. Non, mais vous êtes en train de contourner la question. On parle de la responsabilité du chauffeur. Avant même qu'on arrive à l'étape de l'alcool test, comment est-ce qu'il ne comprend pas, lui, qui n'est pas en condition de conduire? Dans toute cette terre, il y a les gens irresponsables. Ce qui doit les forcer à être responsables, c'est l'État. D'accord. Vous comprenez? Parce que vous n'allez pas me dire que on ne doit pas avoir des bandits dehors. Il y aura des bandits, mais pour contrôler ça, c'est l'État qui a le pouvoir de le faire. Les gens vont toujours être irresponsables, mais c'est l'État maintenant de les chicoter, de les mettre sur les rails. Que c'est comme ça qu'il faut marcher. Sinon, les gens vont toujours chercher à tricher parce qu'entre eux, là, ça ne va pas. Pourquoi je vous parle qu'il y a des sociétés qu'on a suspendues ici de transport et dans 1 ou 2 jours, vous les voyez encore circuler dehors. Et sans que personne ne soulève le petit doigt, ça veut dire que l'État lui-même en question, il y a un problème entre eux là-bas. Effectivement, et on parle de ça avec vous, Sej Amayen. Il y a que dans le communiqué du ministre, le fait est clair, c'est que Sincérité Voyage, dont il est question, exerce dans l'illégalité, n'a pas de document qui lui donne la compétence finalement de se retrouver dans les routes, mais des cas comme Sincérité Voyage, il y en a à l'appel au Cameroun de ces agences qui ont été sanctionnées mais qui continuent d'exercer. Mais comment ça se fait qu'au niveau des pouvoirs publics, on ne prenne pas des mesures coercitives pour se rassurer qu'effectivement ces gens-là ne se retrouvent plus sur la route?
Effectivement, c'est assez pertinent. Mais avant, j'aimerais dire quelque chose. On parlait de responsabilité tout à l'heure. Oui. Et on a beaucoup pointé du doigt la responsabilité de l'État par rapport à l'état des routes. Mais vous l'avez dit vous-même, Kate, et j'aimerais insister là-dessus. Les responsabilités sont également personnelles. Je veux dire que lorsqu'un chauffeur prend le véhicule et qui n'est pas en état de conduire, il est conscient de son état, il est en train de mettre en danger la vie de ses passagers. Mais je vais plus loin. Lorsque ces passagers sont conscients de l'état dans lequel le chauffeur est et qu'ils ne disent rien et qu'ils acceptent d'être transportés par ce chauffeur, ben excusez-moi, mais il va aussi de leur responsabilité. Lorsque vous êtes dans un véhicule et que le chauffeur est en excès de vitesse, vous ne dites rien, vous restez tranquille. Vous mettez vos propres vies en danger. Ce n'est plus seulement le chauffeur qui met vos vies en danger. Vous-même, vous participez à mettre vos vies en danger. Ça, nous, à Securoute, lorsqu'on fait des campagnes, on insiste énormément sur cette responsabilité individuelle. C'est très important. Le contrat de transport est un contrat de résultat. Ce qui signifie que normalement, pendant l'exécution d'un contrat de transport, si on se sent en danger, on est libre d'interrompre, d'arrêter le chauffeur. Je veux dire, dites-moi s'il y a un bus où tous les passagers se lèvent et d'une seule voix et disent au chauffeur, tu es en excès de vitesse, on n'est pas d'accord et tout, comment est-ce qu'il va continuer à rouler à cette vitesse-là? La réalité est que les passagers eux-mêmes sont passifs et on en arrive souvent à ce genre de situation. Bon, c'était pour insister sur la responsabilité. Encore même que pour effectivement rajouter de l'eau à votre moulin, les agences de voyage qui se respectent ont aujourd'hui installé au sein même de chaque bus un système qui veut que le numéro de téléphone du responsable de l'agence soit marqué de telle enseigne que quand vous vous rendez compte que le chauffeur est en train d'aller au-delà de la vitesse autorisée, que vous puissiez appeler le chef d'agence pour qu'il ramène ce chauffeur-là finalement sur les rails. Tout à fait. Ils avaient même des bus où les passagers encouragent le chauffeur à aller plus vite. D'accord? Vous savez, en matière, la sécurité routière, pour nous, commence par la prévention. Nous sommes en amont au niveau de la prévention. Et nous avons coutume de dire, et d'ailleurs, c'est même pas seulement nous qui le disons, l'OMS qui est en charge de la sécurité routière au niveau mondial le dit, l'accident de la route n'est pas une fatalité. L'accident de route n'est pas une fatalité. Certes, les routes sont dans un état déplorable. C'est un fait. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais nous devons à ce moment adapter notre conduite aux routes que nous avons. S'il y a des nids de poules, des nids d'éléphants, comme on l'a dit, pourquoi est-ce qu'on devrait aller à 80 à 100 km/h? Je vais vous dire, et je chute dessus sur ce problème de vitesse. Vous savez, si vous roulez à 60 km/h et qu'il y a un obstacle devant vous qui se trouve à environ 35 mètres. Vous n'avez pas le temps de freiner? Non, au contraire. À 60 km/h, si l'obstacle est à 35 mètres, vous avez un temps de réaction d'une seconde environ, vous pourrez vous arrêter à temps. D'accord. Mais par contre, si vous augmentez votre vitesse seulement de 5 km/h, vous êtes à 65 km/h, vous allez percuter l'obstacle à environ 23 km/h, la percussion. Si votre vitesse est de 80 km/h, vous percuterez l'obstacle à 62 km/h. Imaginez-vous que ce soit un enfant ou un piéton, c'est clair qu'il y a mort. Donc, c'était pour montrer que, en maîtrisant, en agissant sur notre vitesse, on est déjà en train de participer à réduire le risque d'accident et parlant le risque de mort sur la route. I think I would disagree. I will have to disagree with you there because we are talking about the highway here. From Bafoussam to Baham, we are not in the Equator, we are out of town. And the obstacles we have on this road are potholes. That means for you to drive now and come to Douala, you have to be driving at 40 kilometers per hour. For how many days will you drive to reach Douala? The government still have the responsibility. You know, on every liter of fuel we buy, there's a tax for road maintenance. You know that? Where is the money going to? Sans parler des péages également qui font sur les routes. Péage is there, that tax is there for road maintenance, but yet look at the condition of our roads and nobody says anything about it, and we keep shifting the blame to the consumers of the road. When you talk about the passengers of the road being passive, I disagree. I remember once when I was traveling from Bamenda to Boya, we arrived up station, we were on a 70-seaters bus, and the corridor of that bus was filled with passengers. We were more than 92 in that bus. Of 70 places, that means we have about 22 extra passengers. And when we arrived at the police control, I called on the attention of the officers that this bus is overloaded. That man, instead of him coming to control the bus and put the driver in order, the man collected 4,000 francs from the driver.
And when I discovered it, I tried to look his name. He was hiding his name. That's the country in which we live. And at times you even call on the attention of the driver that, my man, behave yourself, drive well, and some passengers in the car will scold at you and tell you that you don't have no right, you should leave the driver to do his job. D'accord. And some drivers will even tell you that, leave me to, you cannot teach him how to do his work. And who will you now go to? You go to the people who are in charge of law and order, force of order, to report to them. The same phenomenon. After 2 days, the man gives money and they leave him and he goes out and move freely. If people know that if I do this and I will punish severely, I think they will be responsible. A black man needs cane to move correctly. Il faut le frotter pour qu'il marche droitement. D'accord. Vous semblez très très radical sur vos positions au sujet des accidents de la route. Il faut également noter qu'avant que cet accident n'arrive, et là je suis avec vous, William Doku, il y a que le ministre des Transports a fait une sortie, on était en fin mars par là, au cours de laquelle il énumérait des agences de voyage qui fonctionnaient en marge finalement de la légalité. Et il était question pour ces agences de voyage-là de se conformer, sinon elles seraient tout simplement fermées. Et parmi elles, bien sûr, il y a une pile d'agences de voyage qui s'est conformée. Mais sauf qu'en marche, on a ces agences-là qui sont toujours en train de fonctionner dans l'illégalité. Quand vous rendez dans toutes les gares routières de Douala seulement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des noms qui naissent tous les jours. Alors comment on fait pour contrôler toutes ces personnes? Comment on fait pour les rappeler à l'ordre? Oui, madame, moi je pense qu'il suffit. Vous ne pouvez pas me dire que le ministre des Transports aujourd'hui n'a pas la liste de toutes les agences de voyage qui sont créées au Cameroun et l'endroit exact où ces agences opèrent. C'est de ça qu'il est question. Je pense que toutes ces agences-là sont répertoriées. Un des sérieux problèmes de notre pays et qui engendre tout ce qui arrive sur les routes, c'est la corruption. La corruption est généralisée, c'est toute une filière en réalité. On a dit ici, le monsieur qui fait l'accident avec l'agence, avec son car, a traversé un contrôle mixte. Mais tout le monde sait comment ça se passe au niveau du contrôle. Les gens savent, dès qu'il arrive, il n'a pas besoin de tendre le dossier. Nous voyageons sur les routes tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'être dans une situation régulière au Cameroun pour opérer, quel que soit le secteur. Je vais prendre le cas de l'audiovisuel, par exemple. La CNC, tous les jours, dit que fermez-moi tel média, vous connaissez, mais ils n'ont jamais fermé. Et en plus, je vais même vous dire, allons même plus loin, même au niveau même de la constitution des dossiers parfois pour exercer dans certains secteurs. Vous allez voir dans le secteur des télécommunications, on vous dit que vous devez avoir une caution de 100 millions de francs, je pense. Mais on vous dit qu'il y a la tolérance administrative. La tolérance administrative fait que... Exactement, c'est là où je veux arriver. C'est-à-dire, la tolérance administrative fait que les gens opèrent, les gens fonctionnent dans la toute impunité, dans la toute illégalité, mais seulement si votre ligne commence à s'écarter de celle que le gouvernement voudrait, à ce moment-là, on vous dit que vous n'êtes pas dans la régularité. C'est de ça qu'il est question simplement. Aujourd'hui, on doit avoir les agences qui fonctionnent. Tout le monde sait que celui-ci n'est pas régulier. Mais le sous-préfet, le préfet, le commandant de brigade, tous savent que telle agence-là ne fonctionne pas dans la régularité. Mais quand le gars a posé le cachet, c'est fini, c'est comme ça dans le langage courant. Et généralement, vous allez voir que ceux qui sont même en route sont envoyés quelquefois par le commandant de brigade. On négocie même au commandant de brigade pour qu'on envoie les gars sur la route. Parce que le gars sait que quand il part en route, il va prendre 1000 francs, 2000 et puis il rentre chargé. Le commandant de brigade, lui aussi, sait que ma tontine, je cotise 200 000 ce week-end. Et vous ne savez pas, son salaire mensuel n'est pas 200 000, mais il cotise 200 000 tous les week-ends. Je vous dis qu'il s'agit d'une filière qui est savamment entretenue jusqu'au sommet. Si vous allez jusqu'en haut, vous allez voir, nous avons vu une année ici à Douala où on nous avait dit que les gros camions, les gros porteurs là ne circulent plus en journée. Et après, le même ministre s'est dédié. C'est-à-dire, il a encore sorti un arrêté pour dire que non, vraiment, c'est comme si j'avais mal vu. Il faut que les gros camions circulent encore. On ne sait pas pourquoi. Donc, vous devez comprendre qu'en réalité, il s'agit des rapaces qui ont pris le pouvoir. Ils s'accaparent parce qu'il est question de se bourrer les poches avant qu'il ne soit tard. Partout où on peut avoir de l'argent,
on laisse le droit, on laisse la loi de côté, on laisse ce qu'il fallait faire pour construire le pays de côté, pour se mettre plein les poches avant qu'il ne soit tard. C'est de ça qu'il est question. Ok, Prince Joël, il y a qu'on parle quand même de 21 personnes. Et là, même si la presse a relevé 22 décès, le communiqué du ministre est clair, c'est 21 personnes décédées, une personne disparue et 16 autres qui sont blessés. Mais aujourd'hui qu'on sait, par exemple, que Sincérité Voyage exerçait dans l'illégalité, il se pose un problème d'assurance de tous ces passagers. Comment on fait aujourd'hui pour indemniser les familles? Déjà pour les aider à enterrer leurs morts et pourquoi pas après pour vivre l'après-mort? On fait comment sans assurance? The issue is simple, Kate. You know, this is not the first time we are seeing the minister creating commissions that they should assist people who had accidents. It's not the first time. I remember, like the other panelists, they said here, when there was a train affair in the Ezeka, by then the Prime Minister, Philippe Young, they created a commission. Till where we are today, we do not know who benefited what. No account has been given to the Cameroonians. Now, for 21 people, are 21 people more than those who died in Ezeka now? Oh. It is just the government always wants to give that impression that they also share your pains. Okay? Because these people who died in this thing, are you sure they even registered in the agency? No. We know how transportation is done in Cameroon. Drivers leave the station, the bus station, and pick passengers on the way. It means that some of those people were even in the cars, maybe some did not have ID cards. How do I identify them? If they could go back now to where they registered in the station and maybe verify them. But no, in Cameroon it's not. It's not like that. To go to what you are saying, don't say, of course, you are talk. To add to what he said, when at the railway station for Ezeka, people were overloaded right at the railway. The train does not stand on the way to pick passengers. But they were overloaded there, and the authorities knew about it, but they let go, and after we had the catastrophe. D'accord, continue. So I think, like I was saying, that the minister is just doing a game that all of us know. It's a game of, I feel your pains, I feel your sympathy. I think that to divert a bit, let me tie with the other colleague. He said something. Je rappelle ici qu'il n'est pas membre d'un parti politique. Il est juste au sein du Secours, qui est une organisation non gouvernementale. I want to tie with him because why? I want to buy his idea when he talked about there is also personality. Okay? Mm-hmm. I think that it is true of giving the government doesn't have roads. But Kate, I think that when you're traveling in Cameroon, it's very common. You even see a signboard, it's written, they say, don't use phones while driving. Mm-hmm. Our drivers in Cameroon pick phones and drive. That one, when an accident comes, it should not be the government. Okay. Still in Cameroon, you see the writing. While, if you're driving, don't drink. If you're drinking, don't drive. But people drink. You don't expect the government to come down, and these are basic ethics. Another element that causes accidents is the nature of the car. How many drivers in Cameroon check their cars? No. Et vous parlez là du contrôle technique automobile. How many of them check cars? Normally, we are supposed, before you get into your car in the morning, Kate, you're supposed to look first of all at the tires. You look at the nature of it, you look at the car. No, but in Cameroon, it's not. When they are going on the road, if a driver feels a sound, he goes, they'll even tell him, okay, this part is maybe this amount, but there's another one who could give you for 2,000, 1,500 when he buys. Because we think that Cameroonians, their lives are not really worth it. Because if these drivers were really conscious, if they had what we call professional consciousness, I think the deaths would have reduced. It is true the roads are bad. It's true, okay, we are not nobody is disputing. Even the head of state, Paul Biya, knows that the roads are bad. He knows. I remember when he was coming to Boya for the 50 years anniversary that he came to Boya and they celebrated. Can I tell you, Boya was transformed within 3 days. It means that the only change... Ils ont fait ce qu'on appelle revertement confrontatif. They only change a road when the president is coming. Then you start giving the impression that maybe there are people who sit on money and now think that since the president is coming, you come and discover us. So it is high time we share it. It is true the drivers on one part are playing or professional misconduct, but the government, it falls on it. I remember very well the minister of the then Minister of Transport, who is now Sport, Narcisse Mwele. When he was still there, he brought out a broad communique that this number of agencies were sanctioned. I, as a journalist kid, the next morning I went to the street and I even boarded a car that was supposed to have been sanctioned. We are deceiving ourselves. A country is not built on deceit. There are a lot of lies telling in Cameroon. There is something that people see and know that is very true, but the ministers will tell you now it's not the truth.
And the time that will come back to professional consciousness, I think that is going to reduce the debt that we have in the country. Ok. C'est loin de toute considération politique et politisée, comment on fait aujourd'hui, puisqu'il y a un problème qui est sur la table, un autre problème, parce qu'il y en a tellement dans le secteur des transports au Cameroun, c'est celui de la formation des chauffeurs. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces chauffeurs ne passent plus par l'auto-école et même quand ils passent par ces auto-écoles, il faut encore voir de quel type d'auto-école il s'agit. Alors, on a des chauffeurs qui commencent par la laverie, qui arrivent, qui sont assistants aux chauffeurs qu'on appelle communément des motoboys et qui finissent par prendre le volant de ces bus, de ces quasters avec de nombreuses personnes à bord, mais qui ne sont pas formés. Vous, au Secours Route, qu'est-ce que vous faites finalement en termes de sensibilisation pour des cas comme cela? D'accord. Alors, au niveau de la sensibilisation, je l'ai dit au début, nous faisons beaucoup de sensibilisation, non seulement à l'endroit des usagers de la route, les chauffeurs, les propriétaires, les promoteurs ou les propriétaires d'agences de voyage, mais également au niveau des auto-écoles ici, des auto-écoles pour encourager les recyclages, pour insister sur l'adaptation des types de formation, leur renouvellement, parce qu'il est important aussi, vous savez, au Cameroun encore, et c'est pas le cas ailleurs, mais au Cameroun encore, on a tendance à considérer le métier de chauffeur comme étant un sous-métier. Et du coup, on a tendance à voir des personnes qui se retrouvent chauffeurs peut-être parce qu'elles n'ont pas pu réussir dans d'autres domaines, elles vont se reconvertir en chauffeur. Or, quand vous allez dans une auto-école, pour suivre des cours de conduite, ça doit demander quand même d'avoir un certain niveau de compréhension. Ok. Maintenant, après, si les chauffeurs qui viennent en auto-école n'ont pas ce niveau de compréhension, nous essayons de voir avec les auto-écoles comment est-ce qu'eux, ils peuvent s'adapter, comment est-ce qu'ils peuvent adapter leurs outils pédagogiques pour permettre quand même à ceux qui n'ont pas un certain niveau de pouvoir avoir accès à ces cours-là et être demain de bons chauffeurs, des chauffeurs responsables, des chauffeurs qui connaissent le code de la route. Mais effectivement, nous savons très bien, c'est une réalité, nous sommes sur le terrain, on ne va pas le cacher. Il y a des régions ici où on a de très bons chauffeurs, mais qui n'ont pourtant pas été à l'école. Et ça pose les problèmes. Lors de ce campagne de sensibilisation, on les rencontre et c'est compliqué. Quand vous avez quelqu'un qui est un bon chauffeur, entre guillemets, je le dis, parce qu'après, si on ne peut pas lier la signalisation verticale, horizontale, et qu'on sait quand même très bien conduire, il y aura un problème. Parce que cela demande quand même, quand un chauffeur ne sait pas lire, normalement, c'est un problème. Comment est-ce qu'il peut reconnaître le panneau de signalisation? Comment est-ce qu'il peut reconnaître toute la signalisation qu'il y a en route? C'est un problème. Et c'est un problème qui ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Donc c'est un processus. Effectivement, et là je rejoins les hommes politiques et activistes sur le plateau, effectivement, l'État a son rôle à jouer, son rôle d'accompagnement à jouer dans ce processus-là. Et il ne s'agit pas qu'il démissionne de son rôle. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer des types de partenariats? On voit comment ça se fait ailleurs dans les pays un peu plus développés pour essayer de former ces chauffeurs, des recyclages qui sont en ce moment-là imposés par l'État du Cameroun parce que au-delà de tout, c'est des citoyens camerounais qu'on perd à la chaîne tous les jours sur nos routes. Pourquoi est-ce que l'État traîne tant à prendre des décisions fortes pour contrôler et pour juguler cette affaire? Vous savez que l'État n'a pas que la sécurité routière, le transport à gérer. Et nous savons tous que l'État, c'est une grande machine mais il y a des choses qui sont faites. Il y a quand même, je veux dire, quand on regarde quand même, il y a pas mal d'actions qui sont menées. Maintenant, les fruits ne sont pas forcément encore là. L'OMS avait décrété la décennie d'action pour la sécurité routière où il était question de diminuer de moitié le nombre de morts, de tués sur nos routes. Nous sommes presque en 2020. Nous ne pensons pas que ces objectifs aient été atteints, mais la réalité est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Elles ne sont pas suffisantes. D'accord? Et nous sommes les premiers, à chaque fois que l'occasion se fait ressentir, à le dire. On fait déjà, mais ce n'est pas assez. La vie n'a pas de prix. Un être humain qui meurt, 20 qui meurent ou plus, c'est une grande perte pour le pays. Perte sociale, perte économique, parce que les accidents de la route ont des conséquences économiques énormes. Donc après, nous espérons simplement que dans les prochains jours, dans les prochains mois,
il y aura des choses beaucoup plus concrètes qui vont être prises. D'accord. On précise également que, ayant pris connaissance de cet accident de la circulation et des dommages à la fois matériels et humains qu'il avait causé, le président de la République a fait un communiqué sur sa page officielle, un communiqué dans lequel il incluait justement cette lettre qu'il a acheminée au gouverneur de la région de l'Ouest, dans lequel il souhaite ses vives condoléances aux familles éprouvées, chose qui montre quand même qu'aujourd'hui les choses sont en train d'évoluer. On a un président de la République qui est plus proche des personnes qui sont touchées par des situations de toutes sortes. Tom Foo-Jones. Les communiqués là, ça ne nous sert à rien. On va faire les communiqués jusqu'à quand les gens sont en train de mourir, c'est les communiqués qui sortent chaque jour. Il faut qu'on prenne des décisions concrètes pour améliorer la situation de nos vies. D'accord. Vous voyez ce qui s'est passé. Je suis désolé de sortir un peu hors sujet. Il y a de cela quelques jours. On nous fait comprendre qu'on a une journée pour le deuil national de 7 soldats. Et pourtant, il y a eu une centaine de personnes qui sont mortes à Ezeka. On n'en a pas parlé. Ça veut dire qu'il y a... Il y a également eu une journée de deuil national qui a été décrétée pour ces gens-là. Pour ces gens. Effectivement. Normalement, dans tout ça, là, les gens qui sont morts dans le nord-ouest et le sud-ouest, personne n'en parle. Et puis, on trouvait ça normal. Et on parlait... Non, quand je dis que personne, l'État a déclaré ça, il a dit les 17 soldats qui sont morts au nord. Donc, c'est qu'il y a des Camerounais qui sont plus Camerounais que les autres. Moi, je ne comprends pas. Bon, parlant de communiquer, c'est important. Mais depuis des années, quand on a des communiqués, et chaque année, après année, on continue à avoir la même situation. Les choses ne changent pas. On veut le changement, on ne veut pas le communiquer. Ça ne sert à rien de nous parler et puis on ne voit pas les... Mais est-ce que c'est pas un début, surtout que dans on va rester bébé chaque jour. Surtout que dans son communiqué... On dit souvent que c'est un fou qui fait une même chose et attend des résultats différents. Non, il faut annoncer que le ministre des Transports a précisé qu'une fois que les responsabilités des uns et des autres seront établies, des sanctions fortes vont suivre. Ces responsabilités-là vont commencer par où? Parce que quand on voit une société de transport clandestin qui circule dehors et porte les passagers et transporte et passe les contrôles routiers, on commence à parler de la responsabilité de quel niveau? De gestion staff. Non, il faut commencer en haut. Il faut que chacun prenne ses responsabilités parce que si le président est président, le ministre est ministre, les délégués sont délégués, et les sous-préfets sont des sous-préfets, les préfets sont des préfets, je pense qu'on n'aura pas... Il ne peut jamais avoir une vie parfaite, mais ce qui est là, c'est que ça sera plus contrôlé. D'accord. Parce que c'est en train de dégrader. Et on parlait même des responsabilités. Regardez, on parlait des téléphones au volant. C'est ce qui est communément on voit ici à Douala, on voit des policiers qui le font. Eux qui sont censés punir ces crimes. C'est eux qui promouvoient. Si vous n'avez jamais vu, vous allez voir un jour. D'accord, William Doku. Je tiens à préciser également qu'il y a une étude qui a été faite et cette étude-là remonte à fin mars lorsque le ministre des Transports a dressé la liste des 88 entreprises exerçant dans le secteur des transports interurbains qui allaient être sanctionnées si elles ne s'arrimaient pas, qui dit justement que la région du centre détient la palme d'or. Alors je parle sur votre contrôle, Serge Amayen, parce que dans la région du centre, on a 24. À cette époque-là, on avait 24 entreprises qui fonctionnaient sans être finalement passées par la case du respect des documents administratifs et tout ce qui va avec. Dans la région du littoral, qui est deuxième, on en avait 23. Et la région de l'Ouest suivait avec 16 agences de voyage. Mais sauf que vous êtes tous d'accord sur le plateau pour relever la responsabilité du gouvernement, mais il y a aussi un esprit de malhonnêteté qui va animer ces gens qui décident, eux, de créer des agences de voyage alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas passés par la case finalement du respect de ce qui est prévu par la loi. Oui, madame, je pense que, comme mon copanéliste a dit tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. Et le fait de pointer du doigt ce que le gouvernement allait faire et qu'il ne fait pas ne veut pas dire qu'en réalité les autres n'ont pas leur responsabilité. Mais justement, parlons-en de ce que les autres doivent faire. Mais je pense que la grosse part des responsabilités, lorsqu'on veut, il s'agit il faut portionner un peu les responsabilités. Si le gouvernement faisait son travail, les autres allaient être au pas. En réalité, il n'y a que la loi qui régule toutes les sociétés. C'est les lois et leurs applications. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui n'appliquent pas eux-mêmes la loi et qui attendent que les autres appliquent la loi. Ce n'est pas possible. On a parlé du deuil national tout à l'heure en parlant de la catastrophe des Ezeka et du deuil national d'avant-hier. Le président de la République a décrété les deuils nationaux. Il s'agit de deux. Et lui-même étant à Yaoundé ne s'est pas rendu sur les lieux.
C'est-à-dire, c'est un président qui est aux abonnés absents, il est toujours absent, il n'est jamais présent. Il fait les deuils nationaux, il ne se rend jamais sur les lieux. Les soldats tombent, on fait le deuil au quartier général. Le président de la République à Yaoundé, il ne s'est jamais rendu. Bamenda, il n'est jamais parti, et ainsi de suite. L'article 66 de la Constitution attend son décret d'application depuis 20 ans. C'est de ça qu'il est question. Le président de la République lui-même viole la loi tous les jours. Et lorsque vous êtes dans une république où le chef, le patron doit donner le ton, si c'est lui qui viole la loi, qu'en est-il du pauvre citoyen qui est dans le fond du village? Ce n'est pas possible que ces gars, je vous ai déjà dit qu'il s'agit d'une filière. On sait bien ceux qui fonctionnent dans l'irrégularité, on sait. Est-ce que le gouvernement peut vous dire qu'il ne sait pas qui fonctionne, quelle est l'agence qui opère aujourd'hui sans avoir les documents? On sait qui, on sait même où ils sont, on sait où sont situées les agences. Mais on ne peut pas fermer. Pourquoi? Parce que si on demande au sous-préfet d'aller fermer, il va aller prendre son cachet. On demande au commandant de brigade de ne pas permettre que les cars circulent, il va prendre son agent et les gars vont circuler. Est-ce qu'on vous dit qu'on ne les voit pas sur les routes? Ils sont sur la route, tout le monde sait qu'ils sont là. Mais le problème, c'est la corruption. Les gens savent qu'ils vont prendre leur agent. Même le ministre lui-même qui s'est... Je vous ai rappelé le cas d'un ministre qui s'est dédié d'un communiqué, d'un arrêté que lui-même il avait signé. C'est-à-dire, il signe un arrêté, il dit que les billes de bois là ne circulent plus à Douala en journée. 2 jours après, lui-même il s'est dédié. Vous ne comprenez pas qu'il s'agit... Il y a quelque chose qui s'est passé. En réalité, tout le secteur est gangréné. Et c'est de ça qu'il est question. Il s'agit d'une coterie. Les gars s'accrochent au pouvoir, ils perdent l'élection, ils s'accrochent, ils disent que les privilèges ici, on ne peut pas laisser passer. Il faut qu'on se bourre les poches avant qu'il ne soit tard. C'est de ça qu'il est question et c'est ça sur toute la chaîne. Vous allez voir, madame, permettez que je sois, excusez-moi d'être un peu long, mais vous allez voir, en réalité, le système, c'est-à-dire la fraude est institutionnalisée au Cameroun. C'est-à-dire même dans l'esprit même des institutions. Quand vous regardez même dans la loi, dans certains textes législatifs, il y a les germes de la corruption. Moi, je suis fiscaliste de formation. Vous allez voir à la fin d'année, il y a une loi de finances. C'est-à-dire, on vous sort une loi de finances en disant que si un investisseur vient investir au Cameroun, et que l'agent de l'administration dit que tu avais 1 milliard d'impôts à payer que tu n'as pas payé. Pour que son recours arrive au tribunal administratif, il faut qu'il ait à payer 500 millions sur les 1 milliard que lui, il est en train de contester. Ça, c'est une façon de tuer la manifestation de la vérité. C'est-à-dire les fonctionnaires s'arrangent parce que l'Assemblée nationale étant monocolore, on sait que tous les textes qui sortent du gouvernement arrivent à l'Assemblée, ça va passer. Et les gars s'arrangent à mettre des choses comme ça pour avoir le pouvoir sur le terrain et continuer de mater les gens. On sait très bien qu'on peut se plaindre d'un sous-préfet, on connaît la procédure. Mais n'essayez pas. Le procureur de la République ne peut pas poursuivre le sous-préfet parce que le sous-préfet va faire les rapports sur le procureur de la République. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous ne pouvez pas croire aujourd'hui que nous sommes dans un état normal où les choses peuvent fonctionner dans le respect de la loi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On fait quoi? Il y a les ministres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour amener de l'ordre? Non, la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont au pouvoir par effraction aujourd'hui partent et que quelqu'un vienne avec un sang neuf. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous pensez dans un pays sérieux comme le Cameroun, on vous dit, le Premier ministre sort, il y a une décision de justice. Dans les affaires des artistes, CNC, machin, Amatou, tout le monde a décidé de ne pas respecter la décision de justice. Elle ne respecte pas, elle est là. Et il n'y a rien. Les gens se dépassent. Il n'y a rien. Le Premier ministre dit que met en exécution. Elle dit qu'elle ne met pas en exécution son chef. Et rien ne se passe. Elle est là, à son poste, jusqu'à attendre un remaniement. Ce n'est pas sérieux. Vous pensez que nous sommes dans une république où les choses fonctionnent normalement? Mais les gens ne sont pas là avec l'objectif que le Cameroun doit se développer. Ce n'est pas leur objectif. Nous avons le souci que les choses avancent. Peut-être parce que nous sommes les bénéficiaires. Parce que ceux qui meurent sur la route, c'est les pauvres. Madame, lorsqu'un ministre veut aller à Bafoussam, vous savez comment ça se passe? Mais c'est tout un cortège. Il y a un cortège, il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, les motards qui viennent là et qui dégagent la route. Il ne peut rencontrer personne sur son chemin. Et ils ont les grosses voitures, ils ont les Prado de 50 millions. Les creux qui sont les nids d'éléphants là ne peuvent pas crever. Ils ne peuvent pas ressentir. Et même s'il y a quelque chose, leurs véhicules ont généralement les ballons là, les airbags qui vont les protéger. C'est de ça qu'il est question. C'est les pauvres qui meurent. D'accord. Et quand vous êtes pauvre dans une république où la loi ne protège pas la veuve et l'orphelin,
il y a une seule chose, c'est chasser ceux qui sont au pouvoir. Ok, je vous remercie. Et vous, Prince Joël, on va laisser un tout petit peu les voyages interurbains pour revenir dans les voyages urbains, même au sein des villes. Quand on arrive dans la ville de Douala, il y a déjà un problème de panneaux de signalisation. Il y a des feux qui ne marchent pas, il y a des sens interdits qui ne sont pas forcément signalés. Comment on fait quand on a un citoyen camerounais ou bien quand on a un étranger, de façon générale, on arrive dans une ville, comment on fait pour circuler dans une ville pareille? I think that, like we say in Kate, Cameroon, our country, a lot of things we need to restructure. A Nigerian comedian came to Cameroon, Godons, and when he left, though in a humorous way, he mocked Cameroon. He said, Cameroon is the only country that you're trapped into traffic for more than 1 hour only to go and discover that there was nothing that was supposed to bring the hold up. You go to Cameroon, you move here for instance, go to just here at a Meble Soka. The lights, at times, there is no vehicle coming by showing red. It means danger. No car. At times, I'm asking even whether those things are really, they monitor them again. No. And then another issue is, we have another great people that are living out there, Kate. It is Okada riders, Lebenskine. Okay. They do not, these are a funny group of persons who don't take advice. As you take a bike man and you even tell him, mon frère, roule doucement. The next thing is either he drops you or insult you. So we have this situation of the Okada riders who do not even know anything about the road itself, because like other panelists have said here, the country, because of poverty, people are doing all things. The poverty in our country is so bad that you find people who become drivers for 2 weeks. You get into a driving school today, and the next day you're already on the roadside. Okay, so the government needs to do a lot of things about this thing. You move around. There was a controller here at Ndokoti who used to beat people and control. You discover he was even more efficient than some of the police officers we see here. They are not. Why? Because police officers are more concerned with their 500 francs. They are not concerned with the health of Cameroonians. Because if you move all over Douala, there are police officers all over. But no, are they doing the job? The way a police officer is found, you see where there are a lot of accidents. I think that there are a lot of things that this government, Cameroon, should do in order for us to come back on the real track. If not, we'll keep talking about deaths every day. We'll keep talking about killings every day. We'll keep talking about worst things in this country. D'accord, je vous remercie pour cette prise de parole, et comme on est près de sortie finalement d'Equinox soir de cette journée, je vous donne à vous, vous êtes l'expert de la question de circulation routière sur ce plateau. Je vous donne l'occasion de dire quelques mots aux téléspectateurs, histoire de les sensibiliser en vue de conclure ce programme. D'accord, merci Kate. Alors, je voudrais encore insister sur une chose. On a dit ici que c'était peut-être, ça semblait rigolo comme ça, mais on a dit que ce sont les pauvres qui meurent. Oui, très souvent, ce sont les pauvres qui meurent. C'est bien beau, on indexe le gouvernement, on indexe l'État, mais en attendant, les gens continuent à mourir. Nous pensons, en tant que ONG, en tant qu'association qui œuvre dans la prévention routière, nous pensons que même quand on arrive à sauver une vie, c'est déjà énorme. Et la sensibilisation, pour nous, le changement, en fait, réellement dit, vient pas seulement de la tête. Le changement peut être insufflé à partir de la base. C'est pour ça que nous investissons énormément dans la sensibilisation des populations. Parce que si on sensibilise les populations et qu'ils comprennent l'intérêt pour eux de respecter le code de la route, les règles de sécurité, ça va sauver leur vie. Lorsque vous décidez de ne pas vous arrêter au feu rouge, ce n'est pas le ministre qui est en train de ne pas s'arrêter au feu rouge. C'est vous qui vous arrêtez pour au feu rouge, et c'est vous qui risquez, à quelques mètres plus loin, d'avoir un accident de la route. C'est très important que les gens comprennent que c'est leur vie qui est en danger. Quand on est mort, ce n'est pas le gouvernement qui va venir mourir pour nous. Non, c'est nous qui allons mourir demain. Donc il faut que nous continuions notre rôle de sensibilisation. Et puisqu'on parlait de la circulation dans les villes, écoutez, le port de la ceinture de sécurité. Combien de taxis ont une ceinture de sécurité? Mais la réalité est que lorsqu'on fait un contrôle de police, je n'ai jamais vu un contrôle de police dire que les passagers du taxi n'ont pas de ceinture de sécurité. Donc, l'une des mesures, et c'est important avant que je n'oublie de le signaler, que nous, Sécurité, nous proposons, nous l'avons déjà fait au niveau des autres instances, au niveau du gouvernement, c'est de rendre obligatoire
les ceintures de sécurité dans les bus pour tous les sièges. Il faut savoir qu'en l'état actuel des choses, le code communautaire CEMAC rend obligatoire la ceinture de sécurité pour les passagers situés à l'avant. Et les statistiques ont démontré que lorsque les passagers à l'avant d'un véhicule ont leur ceinture de sécurité, ça a diminué de 45 à 50% le risque d'avoir un accident mortel. Ok. Et lorsque les passagers à l'arrière ont également leur ceinture de sécurité, le risque est diminué de 25%. D'accord. Donc vous voyez l'importance de la ceinture de sécurité. Et c'est avec ces propos pleins de sagesse qu'on va mettre en terme à Equinox Soir de cette édition. Spécialement, vous aurez l'occasion juste après cette émission de retrouver Nadine Yambo sur le plateau du 20h pour les informations de la journée. Et juste après cette édition du journal, vous serez en compagnie d'Éric Martial Ndjomo et de son équipe pour le plateau spécial de la CAN Égypte 2019. Merci d'avoir été avec nous.